Il y en a un qui s'est engouffré dans la brèche depuis déjà quelques années, c'est Bernard Arnault, qui était présent à l'investiture du nouveau président des États-Unis. Alors, on le rappelle, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, notamment propriétaire du groupe LVMH. Il était présent aux premières loges au Capitole, notamment, tout près de Barack Obama. Tout près de Barack Obama, qui prenait sans doute des photos, oui aussi, à ses côtés. Est-ce que pour vous, Loïc Le Floch-Préjean, c'est un risque de se montrer tout près de Donald Trump et de se mêler donc à la politique, en quelque sorte? Bernard Arnault se montre auprès de Macron, il se montre auprès... Oui, mais Emmanuel Macron et Donald Trump, c'est pas tout à fait la même chose. Un industriel doit se montrer dans tous les pays où il est, auprès des dirigeants. Il n'y a pas 36 solutions. Donc là, c'est Trump qui arrive. Bon, ben, il va auprès de Trump et il lui dit je suis le meilleur Américain possible pour vous, j'ai des usines là, je travaille avec vous. Et donc, il prend ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'installe là-bas pour montrer qu'il a la possibilité éventuelle, sur certains produits qui pourront se ailleurs, en particulier en France, d'avoir moins de droits de douane puisqu'il a fait l'effort de s'installer. Nous sommes dans une mécanique de transaction, de négociation industrielle qui, moi, me surprennent pas parce que c'est mon quotidien. Et mon quotidien, c'est vis-à-vis, par exemple, de la Chine, c'est savoir si la Chine a envie de prendre 100% de tout ce que je fais, ou si, compte tenu des bonnes liaisons que j'ai avec mes homologues chinois, on me laisse faire un peu ce que je veux, quitte à ce que j'achète un certain nombre de produits chinois. C'est classique. Hein, c'est-à-dire que je suis surpris que les économistes et ces craintes qu'ils envoient actuellement dans les journaux en disant ça va être... C'est vrai que vous êtes plutôt à contre-courant parce que vous n'avez pas du tout l'air inquiet. J'ai toujours été un peu contre-courant, mais là, en l'occurrence, vraiment, c'est de la négociation classique. Et donc, il va se passer quelque chose, mais ayons les yeux ouverts. Si jamais nous continuons à avoir la politique écologique de Madame Van Lenden, le pacte vert, et si jamais on n'a pas compris que nous avions aujourd'hui un gaz qui venant des États-Unis au double du prix de celui qu'ils payent là-bas aux États-Unis, et si on n'a pas compris que peut-être il faudrait regarder en revenant à une position de force à ce que pourrait utiliser forêt comme gaz en Europe et en particulier en France, si jamais on ne change pas de paradigme, effectivement, on va avoir des difficultés. Mais c'est nous que ça regardons, qui sommes en difficulté. Ce n'est pas Trump qui est méchant, c'est nous qui ne prenons pas les mesures qui sont induites par ce que dit Biden et ce que dit derrière Trump, à savoir... l'Amérique d'abord. Ah oui, nous à ce moment-là, c'est la France d'abord. Ouais. La France d'abord, voilà ce que ça veut dire. Valérie Nathan. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on dise la planète d'abord? Parce que j'entends bien ce que vous dites, monsieur Le Floch-Préjean, mais je suis comme tout le monde, nous avons tous des enfants qui nous disent à quel point la planète qu'on leur laisse n'est pas extraordinaire et qu'ils aimeraient bien pouvoir y vivre tranquillement avec éventuellement eux-mêmes leur descendance. Quand on voit que c'est la Chine qui bat cette année le nouveau record mondial d'installation d'énergie renouvelable, on se dit que peut-être là on a du retard. Et de centrales charbon. Je finis si vous voulez bien. Et que la Chine elle-même se dit inquiète de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, je me dis que la modernité, la compétitivité, elles ne sont pas forcément là où vous les placez, c'est-à-dire faisons fi de toutes ces questions environnementales et allons-y sur la production, quel que soit le prix à payer. Personnellement, on s'en fiche un peu de ce que je pense, mais personnellement, je pense qu'il y a sans doute entre votre position et la position de ceux qui pensent que seulement l'écologie doit gagner, il doit y avoir une position médiane. Je dis simplement que lorsque le ministre de l'économie nous dit dans le blanc des yeux, l'écologie la priorité et la rentabilité, vous oubliez pendant un certain temps, ça c'est un coup de poignard dans le dos des industriels, parce que la rentabilité donc il faut faire de l'écologie rentable.
Et donc, il ne peut pas opposer les deux comme il l'a fait. C'est lui qui oppose les deux, c'est pas moi. Non, mais moi, je veux dire, on peut faire un certain nombre de choses, mais il ne faut pas oublier la rentabilité. Si vous oubliez la rentabilité, vous crevez. Point final. C'est simple. Hein. Valérie Nataf exprime une opinion qui est partagée par beaucoup de Français et beaucoup de nouvelles générations aussi. C'est de dire, compte tenu de la position qu'on a, nous n'avons pas le droit de ne pas être rentables. Alors, en tout cas, ce sont des positions différentes. Pour en revenir à Bernard Arnault, regardez, vous en parliez justement de l'ouverture de cet atelier, Catherine Gentier, en octobre 2019, regardez ces images où il était proche de Donald Trump pour l'ouverture d'un atelier Louis Vuitton dans l'État du Texas. Écoutez, c'est intéressant ce que disait Donald Trump au sujet de Bernard Arnault il y a déjà 6 ans. Pour moi, Bernard est un artiste. Tout ce qu'il fait fonctionne incroyablement bien. Mais en parallèle, le président américain inaugure aujourd'hui ses fameux droits de douane sur des produits français importés. Il épargne en revanche 3 business jutes du groupe de Bernard Arnault, la maroquinerie, le champagne ou le cognac. Oui, on en a discuté. Lui n'a pas de droits de douane parce qu'il produit aux États-Unis et ça nous réjouit. Et pourquoi taxez-vous le vin ou le fromage ? Ça, c'est une autre histoire. Ces secteurs-là nous doivent beaucoup d'argent. Oui, Jérémy Guez, c'est vrai qu'on les a vus toujours assez proches. Est-ce que néanmoins on peut faire du business sans forcément se montrer aux côtés de Donald Trump? Il y a aussi d'autres hommes d'affaires qui font beaucoup d'affaires avec les États-Unis sans forcément aller à l'investiture du président. Oui, ça c'est une question qu'il faudrait lui poser effectivement. Je pense que ce qu'il vous répondrait, c'est que finalement Bernard Arnault, c'est une marque à lui tout seul. Son entreprise, c'est une marque à lui tout seul. Et que dans ce nouveau chapitre de la mondialisation qui est en train de s'ouvrir, ce qui est en train de se jouer aussi, c'est finalement il y a des entreprises qui vont pouvoir réussir. C'est celles qui incarnent quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors les Français, je sais qu'on aime se flageller, mais il y a quand même un certain nombre de choses que nous savons faire mieux que les autres. Le luxe en est une. Et ça, c'est une image de marque qu'il essaye de monter, de monter en puissance, en tout cas, de mettre en avant. Le fait de se montrer, en fait, à côté de Donald Trump. Personne ne peut soupçonner Bernard Arnault de ne pas être français. Personne ne peut soupçonner Louis Vuitton de ne pas être made in France, comme on dirait en très mauvais français. Donc finalement, il n'y a aucune incompatibilité entre la présence d'Arnault et de Trump, parce que Bernard Arnault, à lui tout seul, incarne ces entreprises qui peuvent réussir dans une mondialisation transactionnelle dans laquelle il y a beaucoup d'obstacles, mais beaucoup d'opportunités de réussir quand on incarne quelque chose de différent. Loïc Le Floch-Prigent, alors on sait que Bernard Arnault n'a rien à voir avec Elon Musk sur la forme. En revanche, on sait qu'il influence de nombreux chefs d'État, et notamment Donald Trump, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Elon Musk ait ouvert la voie, en quelque sorte, sur un nouveau modèle d'homme d'affaires ? Je pense qu'il y a eu un changement complet avec Elon Musk, c'est clair, que là, il va falloir comprendre comment les réseaux sociaux et la politique peuvent se mêler avec la technique de pointe. C'était inattendu, c'est clair, de voir, puisque la Californie d'origine était extrêmement démocrate et extrêmement anti-Trump. Donc on voit les voir arriver, et je pense que ça nous interroge, nous, sur qu'est-ce qui va se passer. Et comme disait votre ami tout à l'heure, oui, on a ce luxe qui est mondial aujourd'hui, sur lequel Bernard Arnault incarne quelque chose en lui-même, mais il faut se souvenir par exemple que dans le nucléaire, nous avons été très bons, nous avons les mêmes centrales que les États-Unis, puisque nous avons pris la technique Westinghouse, et nous sommes dans la maintenance et l'augmentation de durée des centrales nucléaires aussi excellents aux États-Unis. On va pouvoir valoriser cet apport technique original à l'égard de notre voisin. Donc, n'ayons pas les œillères. Je crois que il faut s'adapter. Les industriels s'adaptent à la réalité. Bernard Arnault, comme le dit monsieur, c'est une marque. Cette marque,
elle s'affiche avec Donald Trump, elle s'affichera demain avec d'autres. Et si jamais il faut qu'il s'affiche avec Monsieur Xi, Monsieur Arnault retournera là-bas et s'affichera avec Xi. C'est pas... Nous sommes malléables, les industriels. C'est-à-dire que nous n'avons pas de capacité, surtout vis-à-vis d'une démocratie, de dire vous avez raison, vous avez tort, celui-là est bien, celui-là est pas bien. Non, c'est pas notre problème. Qu'on évoque les produits français qui pourraient être menacés par les taxes de Donald Trump. Alors, pour ça, je voudrais vous faire réécouter ce moment où Donald Trump raconte qu'Emmanuel Macron a tenté de lui tordre le bras, mais sans succès. En tout cas, il s'agit uniquement de la version de Donald Trump. Écoutez, c'était le 6 janvier 2024, il y a un an. Macron, vous connaissez Macron? C'est un gars très sympa, Macron. Vraiment un gars sympa. J'ai dit, Emmanuel, comment vas-tu? Bien, il m'a dit. Il paraît que vous allez facturer 25% aux entreprises américaines pour faire des choses au Mexique. Et qui d'autre le fait? Eh bien, personne pour l'instant, mais nous le ferons. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas le faire, Emmanuel. Non, tu ne vas pas le faire. Il m'a répondu, c'est déjà acté. Je lui ai dit, eh bien, tu ferais mieux de retirer ça. Parce que si tu ne le respectes pas, vous allez payer un droit de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Il m'a dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, Donald. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux le faire. Et je suis même en train de le signer en ce moment même. Non, d'accord, Donald. Je ne vais pas le faire. Et c'était fini. Justement, on va parler de ce bras de fer dans un instant avec. Il faut toujours peser ce qui est du point de vue de l'industriel et du point de vue du chef d'État. Enfin, ce n'est pas forcément. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas du travail d'un chef d'État de parler du champagne. C'est le travail du chef d'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a différentes versions. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un vrai rapport de force qui s'instaure entre Donald Trump et les Européens. Est-ce qu'on est voué à être dominé, à se faire écraser? Et bien justement, c'est la question qu'on va se poser dans un instant. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles effectivement on risque d'être dominé et on va souffrir, et puis d'autres où au contraire on va tenir compte de nos spécificités et de nos atouts, et puis on va tirer le maximum. On y revient.